Bonjour à tous, voici la vidéo qui correspond au chapitre 4 d'Histoire, la France défaite et occupée, régime de Vichy, collaboration et résistance, donc 1940-1945. Alors on avait commencé ce chapitre avec un extrait du film de Dunkerque qui montrait la situation de la France donc en 1940. Donc, comme on le voit sur cette carte, il y a eu donc à la déclaration de guerre, on va dire en 1939, il y a eu un certain temps d'attente avant que l'Allemagne attaque la France. Donc il y avait une ligne fortifiée, la ligne Maginot, qui a été mise là parce qu'on pensait que les Allemands allaient passer par là, sauf qu'ils sont passés comme pour la Première Guerre mondiale par le nord, comme on le voit sur cette carte. L'Italie a attaqué au sud, d'accord, et donc ils ont remonté vers le nord et puis ils sont descendus vers le sud de la France. Il y a eu l'épisode de ce qu'on appelle la poche de Dunkerque, vous voyez c'était très rapide en quelques semaines, hein, et où les soldats anglais et le rescapé des soldats français cherchaient à fuir vers le Royaume-Uni. Voilà. Et donc, une fois que une fois que ces attaques se passent, finalement c'est le général Pétain qui est appelé pour diriger la France, qui demande un armistice. Et cet armistice, donc cette fin de la guerre, est signé à Rotonde le 22 juin 1940. Ces attaques provoquent aussi l'exil des populations françaises parce que, eh bien justement, les gens fuient la zone qui va être occupée par l'Allemagne, hein, la zone qui va être nord, qui va être totalement occupée par l'Allemagne, et puis fuient aussi, eh bien justement ces attaques. Donc la problématique, c'était comment la France joue un rôle dans la guerre d'anéantissement après la signature de l'armistice. D'accord ? Puisque finalement, en 1940, quel est le rôle de la France? C'est ça l'idée. Alors, on a d'abord vu que c'était une France qui était dirigée par Vichy, un régime qui est négateur des valeurs républicaines. L'idée, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus liberté, égalité, fraternité, c'est vraiment quelque chose qu'on oublie sous le régime de Vichy. Et donc, on avait travaillé sur différents documents sur le régime de Vichy. Le but, c'était de voir qu'en fait, le maréchal Pétain avait tous les pouvoirs. Donc, ça nous a permis de rappeler le principe de séparation des pouvoirs qui est indéniable, enfin voilà, qui est indissociable de la République aujourd'hui. Le pouvoir exécutif, le fait de faire exécuter la loi, c'est au maréchal Pétain. Le pouvoir législatif, le fait de faire voter les lois, c'est au maréchal Pétain. Le pouvoir judiciaire, rendre la justice. Également, une cour qui est en fait sous les ordres du maréchal Pétain. Donc le maréchal Pétain obtient tous les pouvoirs regroupés dans sa personne, comme c'était le cas sous la monarchie et comme c'est le cas en fait dans les régimes totalitaires, exactement. Donc ça, c'est adopté en juillet 40. On avait donc vu aussi, avec les différents documents, que, eh bien, en fait, donc, que les principes d'égalité étaient supprimés, que les libertés aussi étaient supprimées, comme par exemple le droit de grève, la liberté de la presse. Un culte de la personnalité est mis en place. Alors, je vais essayer de remettre le livre. Un culte de la personnalité est mis en place envers le maréchal Pétain. Alors, je retombe dessus. Voilà. Donc vous avez vraiment un culte de la personnalité qui est mis en place pour le maréchal Pétain. On vénère le maréchal Pétain. La propagande, elle est forte pour que les Français adhèrent au régime de Vichy. Et donc à Pétain, les opposants, on avait vu qu'ils étaient enfermés dans des camps, comme celui de Vaux, hein, c'est un camp d'internement. Vraiment, on enferme les opposants au régime de Vichy. Et vous avez la nouvelle idéologie du régime, c'est travail, famille, patrie. C'est ce qu'on appelle la révolution nationale, hein, c'est l'idéologie officielle du régime de Vichy. C'est ce que l'on voit sur cette affiche. Le travail, famille, patrie, c'est vraiment les valeurs qui sont celles du régime de Vichy, de ce qu'on appelle la révolution nationale. Puis on avait vu ce dessin donc, qui montrait avant une France en ruine en fait, et sous le maréchal Pétain, qui est mis à l'honneur par ses étoiles, eh bien, on a une France qui tient debout, hein, qui tient droit, etc.
Ok. Ensuite, on avait vu que la France était en... était enfin, était collaborationniste, hein, d'accord. Et donc, il y avait plusieurs formes de collaboration en 1940. Alors, les différentes formes de collaboration. Il y avait d'abord une collaboration politique et militaire euh, entre le régime de Vichy et l'Allemagne nazie. Donc déjà, si on reprend la carte qui est au début de votre livre, au début du chapitre, on voit qu'il y a, d'un point de vue politique, une collaboration parce que le Reich administre toute la zone occupée, au nord, hein, et au sud, la zone libre est administrée par le régime de Vichy, même si je vous rappelle qu'en 1942, eh bien, l'Allemagne va occuper toute la France, hein, donc ça faut pas l'oublier non plus. D'un point de vue militaire, on avait vu que la collaboration, elle se faisait aussi parce que des soldats français ont rallié l'armée allemande, hein, volontaires combattants pour les nazis, c'était ça. Et enfin, une milice est créée pour aider la Gestapo, c'était ce document 6, qui montrait donc vraiment ça, qu'il y avait une milice française, en fait, une organisation paramilitaire, donc à côté à côté de l'armée, hein, c'est pas vraiment l'armée, c'est une autre organisation, et qui aide en fait les nazis en France. Donc ça, c'était la collaboration politique et militaire. Collaboration économique, on l'avait vu avec ces deux documents-là. D'une part, les industries françaises produisent pour l'économie de guerre allemande, par exemple des avions. Vous voyez, il y a 100% de la production aéronautique française qui va à l'Allemagne en 1943. D'accord. Tous les avions que font la France, ils vont pour l'Allemagne. Et puis, les produits agricoles sont aussi réquisitionnés pour nourrir les Allemands. Le rationnement est instauré. Je vous avais montré les tickets de rationnement de mon grand-père d'ailleurs. On a aussi une collaboration économique parce que il y a la création du STO, donc c'était ce que montrait cette affiche, c'est le service de travail obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français qui sont obligés d'aller travailler en Allemagne dans les industries allemandes, et donc je vous avais raconté l'histoire de mon grand-père qui avait pu y échapper en ayant des faux papiers d'identité. Ce qui nous amène à la dernière forme de collaboration, la participation à la Shoah. Donc en effet, on avait vu avec plusieurs documents, notamment celui-ci, ces deux-là, et puis grâce aux vidéos que je vous avais montrées également, que le régime de Vichy collabore avec le Reich en prenant part à la Shoah. Il organise de nombreuses rafles, hein, comme celle du Veldiv, c'est celle dont on avait vu les témoignages des rescapés en 1942. Il y a eu plus de 10 000 juifs qui sont arrêtés en quelques jours, hein, c'est le principe des rafles, on arrête vite et beaucoup, pour ensuite être déportés au camp de Drancy, c'est souvent ça en France, et Auschwitz, puisque Auschwitz, je vous rappelle, c'est le centre de mise à mort qui accueille le plus de juifs européens de l'Ouest, et donc les juifs français. Dès 1940, Pétain aussi multiplie les politiques antisémites, comme ça a été le cas dans l'Allemagne nazie, comme les lois de Nuremberg dans l'Allemagne nazie, donc c'est ce qu'on appelle le statut des juifs. Là, vous voyez, ça date du 3 octobre 40, on est très très vite. Et par exemple, les juifs doivent porter l'étoile jaune pour se signaler. Donc là, c'est toute la partie collaboration. En parallèle de ça, se forme une France résistante, notamment suite à l'appel du général de Gaulle en 1940, donc le 10 juin 1940. Pour ça, on avait vu l'exemple de Lucie Aubrac. Voilà, on avait travaillé sur l'exemple de Lucie Aubrac. On avait vu que la résistance, dont faisait partie par exemple Lucie Aubrac, naît du refus de l'armistice de 1940 forcément, du refus de la mise en place du régime de Vichy et du refus de la mise en place du STO. Et des mesures antisémites qui sont mises en place. Donc en fait, c'est voilà, tout ce qui a été mis en place par le régime de Vichy, c'est vraiment condamné par les résistants. Voilà. Et donc ça peut passer par plusieurs actions, des sabotages, là je vous avais montré le sabotage de train, la fabrication de faux papiers, la diffusion de la presse clandestine, comme le journal Libération, c'était le journal de Lucie Aubrac, je vous ai dit c'est un journal qui existe encore aujourd'hui, hein,
toute façon, le mot est dedans, hein, le but est dedans, des renseignements, de la propagande, des combats forcément. Certains se cachent parfois, donc certains résistants doivent se cacher. On avait parlé des maquis, hein, donc ces zones un peu inaccessibles où les jeunes se cachent, notamment ceux qui refusent d'aller au STO. Et donc les différents mouvements de résistance qui existent en France, hein, ça c'est plein de petits mouvements, comme celui de Libération Sud, dont vous faisait partie du CERAC, sont appelés les FFI, les Forces Françaises Intérieures, d'accord, se placent sous l'autorité du général de Gaulle, bien sûr, et de la France libre, hein, c'est l'opposé de la Révolution nationale, hein, c'est vraiment la France que souhaite diriger de Gaulle depuis Londres. Et ils veulent poursuivre la lutte. Et il se place aussi sous Jean Moulin dont on avait parlé déjà, qui est envoyé en France par De Gaulle pour unifier et coordonner les mouvements et les partis politiques qui sont opposés à Vichy. Donc en fait pour coordonner tous ces petits mouvements de résistance pour que cela soit plus efficace. Alors bien sûr toutes ces actions ne sont pas sans risque. Par exemple, Jean Moulin a été arrêté et torturé par la Gestapo. Il meurt lors de sa déportation en 1943. Et les populations civiles subissent des actes de représailles. Je vous avais montré un massacre qu'il y a eu à Villeneuve-d'Ascq, par exemple en 1944, où il y a eu 86 morts. On avait vu que, voilà, il y a quand même 20 000 résistants qui sont morts au combat, 30 000 résistants qui sont arrêtés fusillés, et 60 000 résistants qui sont déportés dans les camps. Alors ça, c'était les FFI. Et puis vous avez aussi les FFL, hein, les Forces Françaises Libres. Je pense qu'elles sont juste avant. Donc qui sont toutes les forces françaises en fait qui continuent à combattre, mais à l'extérieur de la France, hein, du territoire français. Donc des combattants français, des soldats coloniaux, des soldats étrangers, des femmes même, voilà. Et en fait, les FFI et les FFL participent avec les Alliés au débarquement, à la libération de la France à partir donc de juin 1944, au débarquement en Normandie. Et à ce moment-là, le général de Gaulle devient chef du gouvernement provisoire de la République française, le GPRF. Il est composé de résistants en juin 1944. Voilà pour ce chapitre sur la France de Vichy. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, et puis bonne révision.